Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour tout comprendre sur les grands enjeux de la transition écologique. Si c'est votre premier épisode, bienvenue aussi, je m'appelle Xavier Seu et ça fait 2 ans que je discute avec des experts sur des sujets qui touchent de près ou de loin à la transition, que ce soit de la mobilité, de l'économie, de l'alimentation, de la politique, de l'économie, je l'ai dit déjà, de l'énergie, de la biodiversité, des ressources ou même des liens entre ces sujets. Et le meilleur moyen de m'aider, c'est pour vous de vous abonner, de noter le podcast dans votre appli et d'en parler à 3 personnes autour de vous. C'est comme ça que ça marche le mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle bancaire. Où va l'argent des ménages? Où va celui des entreprises qui arrivent à épargner ou qui investissent? Les banques sont souvent citées dans la transition écologique comme étant un peu les mauvais élèves, un peu en parallèle des boîtes pétrolières, des gros consortiums pétroliers. Est-ce qu'on peut changer la façon dont on dirige les flux financiers? Est-ce qu'on peut les orienter vers une économie plus réelle? Est-ce qu'on peut donner de la transparence à notre épargne? C'est le sujet du jour. Et pour ça, je suis avec Amandine Platet de la Nef qui nous a rejoint dans le salon pour en discuter. Salut Amandine. Salut. Enchanté. On s'est déjà croisés déjà 1 ou 2 fois. On fait semblant pour le podcast. Petit aparté, si vous voulez voir à quoi ressemble le salon dont je vous parle, on vient de lancer la chaîne YouTube de The Big Shift, où un certain nombre des échanges qu'on a déjà enregistrés ou qu'on va enregistrer seront diffusés. Je vous propose donc d'aller vous abonner. Vous trouverez le lien, bien sûr, dans la description. Et si vous voulez chercher sur YouTube, c'est The Big Shift Podcast, comme d'habitude. Commençons cet épisode après ce court intermède. Écoute, Amandine, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Donc, je suis Amandine Platet. Je suis responsable communication et vie coopérative à la Nef depuis 7 ans. Donc, basée à Lyon, puisque le siège de la Nef est à côté de Lyon. Voilà. Est-ce que tu as 2-3 éléments à nous donner sur ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler à la Nef? Oui. Alors, j'ai un parcours assez généraliste. J'ai fait mes études dans une grande école de commerce. Je me suis dirigée vers la publicité au départ. Super, bravo. Le tout départ, c'était mon objectif, c'est de travailler dans la création. Donc, je travaillais dans des salles de spectacle, des choses comme ça. Je voulais être administratrice de théâtre. Donc, c'était il y avait la culture, la créativité qui m'attirait, mais je m'étais rendu compte que être commercial pour une salle de spectacle, c'était pas très créatif en fait. Les opportunités ont fait que j'ai eu mon premier job en agence de pub pour des marques très classiques dont une grande banque. J'ai travaillé pour la communication d'une grande banque, une banque en ligne qui était rattachée à une grande banque que tout le monde connaît. J'ai commencé à un peu avoir au niveau de ce métier-là, c'est sûr, il était très créatif. Je rencontrais des réalisateurs, des comédiens, des créatifs qui, mine de rien, faisaient un boulot incroyable pour arriver à faire passer des messages qui pouvaient être simples ou complexes, mais il y avait une question de sens à ce que je faisais. Est-ce que vraiment j'avais envie de passer 1 heure de réunion à parler de la couleur d'un café pour à la fin une publicité sur laquelle les gens allaient zapper? J'avais vraiment cette question de si on était à peu près en 2013-14 où je commençais à me dire mais qu'est-ce que je fais toute la journée, en fait ça n'a pas de sens. C'était vraiment sur je m'engage 10 heures par jour à faire quelque chose et j'ai l'impression que ça sert à rien. J'ai croisé le chemin de quelqu'un qui travaillait déjà à la Nef qui m'a parlé de la Nef, de ce qu'elle faisait, un peu en transition personnelle et je suis partie en voyage en vélo parce que j'étais aussi déjà sur le tourisme, sur des choses un peu des questionnements et c'est pendant ce voyage que j'ai postulé et que j'ai été recrutée à la Nef et donc je suis toujours dans la communication, donc j'ai quand même gardé cet aspect-là de mon métier qui me plaisait, mais mettre mes compétences en communication au service de quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi. Et en travaillant pour une banque, j'avais eu bien conscience qu'on était au cœur des enjeux de ce qui pouvait aussi transformer le monde. Une communication qui était assez compliquée, technique, quand on parle de banque, quand on parle d'argent, quand on parle de finance. En fait, en communication, derrière, il y a de la pédagogie, il y a de la vulgarisation à faire. Et ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant.
mais de le faire pour un acteur qui soit engagé, éthique et qui se batte pour la transition, ça avait un tout autre sens. Et voilà. Et c'est comme ça que je m'épanouis aujourd'hui à la Nef. On parle du coup de banque éthique. S'il y en a qui connaissent pas la Nef, ils vont peut-être se dire « Oula, ça sent le bullshit cette histoire ». Est-ce que tu peux me rappeler, avant qu'on parle un peu plus du modèle spécifique de la Nef, à quoi sert une banque ? On va revenir aux bases parce que ça peut paraître complètement évident. On a tous notre compte bancaire, etc. Mais en fait, c'est quoi les fonctions principales d'une banque quand on dit « Ok, je suis dans telle banque », quelles sont ses activités ? Alors, au tout départ, la fonction de la banque, c'est de permettre à des gens qui ont de l'argent mais qui n'en ont pas besoin tout de suite de le mettre en sécurité, et que pendant ce temps, des gens qui n'ont pas d'argent mais qui en ont besoin tout de suite puissent en bénéficier et avoir des prêts. Donc, cette intermédiation-là, le fait d'être entre ces deux types de personnes-là, c'est le métier initial de la banque. Donc voilà, épargner d'un côté, prêter de l'autre. On sait que les banques aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Alors oui, c'est la gestion aussi au quotidien de son argent avec un compte courant, des moyens de paiement qui ont aussi beaucoup évolué entre juste les espèces sonnantes et trébuchantes, puis tout ce qui est digitalisation, aujourd'hui le paiement mobile, etc. Donc c'est comment les transactions, l'argent du quotidien. Évidemment, il y a toute la partie, on parle de banque de détail, mais on parle aussi de banque d'investissement. Donc il y a toute la partie aussi financière qui s'est beaucoup développée. Et on pourrait même dire qu'aujourd'hui, on va encore plus loin avec des banquiers qui peuvent vous vendre des téléphones ou des assurances, des produits qui au départ n'étaient pas leur métier initial. Et aujourd'hui, du coup, donc la Nef, sur quelle activité bancaire vous vous situez ? Pourquoi vous avez fait un choix de faire différemment ? Donc la Nef, elle est depuis sa création en 1988 jusqu'à aujourd'hui, centrée sur cette activité dont je parlais au départ, d'épargne et de crédit. Donc je dirais la banque à l'état pur. L'objectif de la Nef, au départ, c'est pas d'être une banque, c'est de transformer la société. Donc il y a 35 ans, c'est des femmes, c'est des hommes qui se sont dit, en fait, nous, on a envie qu'il y ait une agriculture plus écologique, biologique, qui puisse se financer. On a envie qu'il y ait des activités, des modèles différents de consommation qui soient soutenus par les banques, mais c'est pas possible. Les banques veulent pas prêter. Donc on se réunit, on met notre épargne en commun et on permet à ces projets-là de trouver des financements. Donc l'objectif, il est bien de transformer cette société vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement et de plus solidaire. Et l'idée, c'est que l'argent n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen pour transformer cette société. Et aujourd'hui encore, c'est notre objectif. Et c'est pour ça aussi qu'on est resté concentré sur ce métier d'épargne et de crédit, puisque pour nous, c'est ça le cœur, le nœud du sujet, c'est comment on redirige l'argent, comment est-ce que les flux de l'épargne, l'argent que ces gens ont et qui ne s'en servent pas en ce moment, comment on fait pour que ça puisse aider des projets qui sont transformateurs aujourd'hui. Ok, et tu disais que tu étais responsable vie coopérative. Oui. Est-ce que c'est impliqué là-dedans ou est-ce que c'est encore une pierre différente de ce que c'est que la Nef ? Alors, effectivement, la Nef est une coopérative. Elle a été créée sous ce statut-là en 1988, ce qui implique une gouvernance particulière, une gouvernance participative et démocratique. Donc, on a des sociétaires qui détiennent des parts de notre capital, qui détiennent des parts sociales, qui sont copropriétaires de la Nef. Aujourd'hui, on est à peu près 47 000 sociétaires. C'est des particuliers, c'est des professionnels. Les entreprises qu'on finance, elles sont sociétaires. Les épargnants peuvent être sociétaires ou non. Et ça implique que chaque année, ils ont un droit de vote en Assemblée générale. On s'attache à faire vivre cette démocratie au sein de la Nef.
On consulte régulièrement nos sociétaires sur un certain nombre de questions. L'année dernière, on les a consultés sur l'indépendance. Qu'est-ce que ça doit être l'indépendance dans le secteur financier? L'année prochaine, on a un projet de consultation sur le partage de la valeur. Donc, il y a vraiment dans l'ADN de la nef cet aspect collectif du projet on s'attache à faire vivre sur le modèle de une personne égale une voix, quel que soit le montant de capital détenu qui est différent de un actionnaire qui est majoritaire au capital d'une entreprise qui peut avoir une influence prépondérante sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Là, c'est tous nos sociétaires qui participent à ça. Et dernièrement, notamment, on a été à l'initiative de la création du collectif des licornes avec 2 O, qui sont un collectif de coopératives qui peuvent être un peu anciennes comme la nef ou bien plus récentes comme Télécoop, Railcoop, qui sont passés sur le podcast et qu'on connaît c'est bien. Ça. On les embrasse d'ailleurs. Voilà. Et c'est aussi l'idée de défendre que ce modèle coopératif qui ne met pas l'optimisation du profit au cœur de ce que devrait être l'économie, peut être une vraie alternative, peut proposer des solutions dans divers secteurs. Et nous, en étant banque, c'est vrai qu'on est au cœur on finance des entreprises dans énormément de secteurs différents, on finance des coopératives, mais pas que. Et cet aspect, cette gouvernance participative, c'est aussi pour nous hyper important dans le projet de la nef. Le fait que ce soit une banque ou un projet de banque collectif, citoyen, qui appartiennent à chacun et chacune. Aujourd'hui, pour toi, le gros problème des banques traditionnelles, entre guillemets, c'est que il y a trop d'intermédiaires, c'est-à-dire qu'on là, tu dis, on sait qu'on finance une coopérative, on sait qu'on finance une entreprise sur un territoire. Quand on place de l'argent dans une épargne, ou même si on est une entreprise qui a une trésorerie dans une grande banque, pour toi, c'est soit le souci, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a un des problèmes principaux, c'est effectivement cette opacité. Ce côté boîte noire où je mets mon argent quelque part, j'ai des taux d'intérêt, mais je sais pas très bien d'où ça arrive, je comprends pas. Si je creuse, c'est difficile de vraiment savoir où va l'argent. Et je vous invite à faire l'exercice, à demander à votre conseiller, oui, mais si je place à tel endroit, exactement, vous savez qu'est-ce que ça va financer? Il y a très peu. C'est quasiment impossible pour eux de répondre. Donc effectivement, cette opacité, elle est elle est problématique. Et nous, on s'est rendu compte que c'est ça aussi ça déresponsabilise aussi quelque part les citoyennes, les citoyens sur leur argent. Et finalement, savoir où ça va, c'est aussi plus d'informations pour faire ses propres choix quand on est engagé de manière personnelle ou quand on est plus sensible à certains notamment si on veut s'engager au niveau écologique ou au niveau où on est engagé dans une asso, etc., de savoir où est-ce que son épargne, à quoi sert son épargne, c'est quand même aussi fort, voire plus fort que de choisir dans quel magasin je vais aller consommer, quel type de produits alimentaires, quel type de mode je veux consommer, quel type de... Voilà. Donc c'est un choix de consommation pour lesquels je pense là, il y a une prise de conscience qui est faite de plus en plus, que ça peut être un choix de consommation, finalement, sa banque, mais qui manque, le secteur manque de transparence et c'est vrai que c'est problématique. Aujourd'hui, vous avez 46 000 sociétaires, du coup? Oui, un petit peu plus. Je pense qu'on est aujourd'hui, là, on doit être aux alentours de 47 000 pour à peu près 80-90 000 clients. D'accord. Et en termes d'argent en gestion ou en financement, ça représente combien? Ça représente combien de projets? Ça représente combien d'argent pour la transition, du coup? Oui. Depuis notre création, on a accompagné, ça va faire bientôt 10 000 projets 10 000 prêts qu'on a accordés pour des entreprises, entreprises, collectivités, associations, engagés dans la transition écologique et sociale. C'est à peu près 1 milliard d'euros en tout. Si je parle en termes l'année dernière, par exemple, c'est 500 prêts qui ont été débloqués et on est sur un encours de crédit qui est aujourd'hui d'environ 700 millions d'euros. D'accord, ok.
Donc vous avez énormément accéléré en fait Oui, par rapport complètement. enfin, les 5 dernières années ont dû être majeures puisque si tu dis 500 projets sur les 10 000, c'est ça? Oui, Donc oui, ça c'est ça. représente On a 5%, eu une quoi. accélération de notre activité d'octroi de crédit et de collecte d'épargne, une très très forte accélération depuis 5 ans à peu près. D'accord. Et vous liez ça à un phénomène en particulier ou c'est une prise de conscience? Enfin, est-ce que tu vois, c'est un truc un peu genre conjoncturel ou est-ce que vous dites ah non, c'est une lame de fond et ça s'arrêtera pas? Ça a coïncidé. Alors on va dire que les accélérations à la nef, elles sont assez corrélées à des mouvements voilà citoyens puisque encore une fois les accords de Paris peut-être ou... Alors il y a eu un premier fort mouvement, c'était 2008. Crise financière en fait là c'était vraiment plus une prise de conscience sur mais que font les banques, je ne comprends rien, on parlait d'opacité tout à l'heure, je sais pas où va mon argent, c'est la catastrophe, il y a énormément de personnes d'épargnants qui sont venus vers nous pour avoir cette transparence, enfin pouvoir avoir davantage de conscience de où va son argent. Ensuite, on a eu 2018, il y a eu les marches pour le climat, un mouvement politique en France assez fort autour de ces questions climatiques. Effectivement, les accords de Paris, c'était un petit peu avant, mais on a eu aussi une forte arrivée d'épargnants à ce moment-là. Et je dirais que c'est plus l'apport de plus d'épargne qui nous a aussi permis d'accélérer sur le crédit. On a aussi fait en sorte de mieux s'organiser, de revoir nos process en interne pour pouvoir prêter plus. Et ça, c'est un vrai objectif qu'on s'est donné il y a 5-6 ans et qui a apporté ses fruits. On avait quand même beaucoup d'épargne, mais comment on s'organise, comment on fait pour prêter plus. Donc ça, c'est une différence entre des épargnants et des sociétaires. Donc c'est pas du tout la même chose. Là, c'est juste des gens qui ont décidé d'avoir un compte d'épargne à la nef. Oui. Alors, on a en gros 90 000 clients, dont 47 000 qui sont aussi sociétaires. Ouais. Et dans les clients, je mets à la fois les épargnants et les emprunteurs. Okay. Mais c'est vrai qu'on a la majorité de nos clients, c'est quand même des épargnants. Et de l'autre côté, on a ces emprunteurs, ces entreprises, ces collectivités, ces associations qui bénéficient des prêts qu'on peut faire, des prêts bancaires pour financer leurs projets. Comment vous les choisissez? On a des secteurs privilégiés d'intervention. Donc, historiquement, le secteur de l'agriculture biologique, des énergies renouvelables, du commerce équitable, de l'économie circulaire, tout ça, c'était... Oui, parce que vous êtes lancé dans les années 90 et le bio, à ce moment-là, c'était le net plus ultra pour transformer l'agriculture en général, quoi. Exactement. On était, on va dire, pionniers dans pas mal de secteurs sur le financement. Donc, au tout départ, on pouvait dire il y avait que la nef qui voulait prêter à ce type de structure-là. Ça a évidemment changé, mais on garde cet objectif de vouloir être pionnier dans ce qui va faire la transition de demain. Et donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche un peu moins, des fois, c'est trop tôt. Par exemple, on s'était... historiquement, on s'est engagé dans les restos végétariens, je crois, dans les années 2000. Et en fait, c'était trop tôt. Il y en a beaucoup qui sont cassés la figure mais il y a quelques années, il y a eu le premier restaurant vegan étoilé au Michelin en France. C'est ONA, qui est un restaurant qui a été financé par la nef. Et Claire Vallée, la chef, vous dit la seule banque qui a voulu me prêter à l'époque, c'était la nef. Donc il y a aussi des success stories comme ça. Okay. La volonté, c'est aussi à la fois de continuer à soutenir ces secteurs historiques. Et on sait aujourd'hui que la bio, c'est un peu la crise en ce moment, mais nous, on veut encore être là pour les soutenir parce qu'on sait que ça fait partie de la solution. Et en parallèle, de trouver les nouvelles façons de consommer, encore une fois, qui nous permettront de nous en sortir. On va reparler un peu du risque, je pense, après, mais pourquoi est-ce que tu penses que ces banques ou ces organismes de financement ne voulaient pas financer des projets qui sont a priori innovants à l'époque qui déjà, on savait que ça avait le vent en poupe? Pourquoi est-ce qu'il y avait ce genre de refus? Est-ce que vous avez de l'historique là-dessus ou pas? Je pense que la première chose, c'est la grille d'analyse. Est-ce que ta grille d'analyse, elle est centrée sur la rentabilité? Effectivement, si c'est ça, si tu n'as pas d'historique,
Si c'est tout nouveau, si c'est de la création d'entreprise, tu vas te dire c'est un peu trop. Là, j'ai trop d'inconnus, c'est trop risqué, j'y vais pas. Donc en fait, la première réaction, je dirais, de quelqu'un, d'un banquier, ça pourrait être celle-là. Du côté de la nef, le premier prisme d'analyse, il est extra-financier. Est-ce que le projet qui est en face de moi va avoir un impact positif sur l'écologie, ou écologiquement, ou socialement, ou culturellement? Ouais. Et ça, c'est quelque chose, vous avez cadré ça pour que ce soit très très clair que les critères ont un ordre de priorisation avec des ordres extra-financiers avant un ordre... Oui, la première analyse, elle est extra-financière. Okay. Est-ce que ça rentre dans... est-ce que l'impact du projet est positif ? Je pense qu'elle est là la plus grosse différence entre la nef et les autres. Et après, bien sûr, on a une responsabilité sur l'épargne qui nous est confiée. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y a une grille d'analyse aussi financière. Et l'expertise qu'on a pu développer sur la bio, sur les ENR, sur le commerce équitable ou le médico-social font que nos banquiers vont aussi être capables de se dire tel magasin, son modèle économique, il est... ça va, où est-ce qu'il est placé, c'est quoi ses partenaires, ils ont la capacité aussi d'accompagner, à la fois de conseiller le porteur de projet, mais aussi d'analyser son projet au sein, on va pas non plus financer toute la bio, mais cette expertise-là fait qu'on est capable aussi d'anticiper ce qui va fonctionner ou ce pourquoi il y a des lacunes, et aussi de conseiller les porteurs de projet s'il faut rectifier quelque chose. Et c'est hyper intéressant comme compétence pour eux, mais comment est-ce que vous les formez du coup à savoir ce qui marche dans ces domaines-là ? Alors déjà, il y a, je dirais, il y a beaucoup de formations internes entre les banquiers. On a des gens qui sont là depuis de très nombreuses années et qui ont qui ont suivi l'évolution de ces secteurs-là. Je dirais qu'il y a aussi une grande différence, c'est que nous, on parle de banquiers itinérants. Nos banquiers, ils vont rencontrer les porteurs de projets, ils se déplacent. C'est pas l'entreprise ou la personne qui cherche un crédit qui vient dans le bureau du banquier et qui présente ses bilans. Il va aussi les présenter, mais on prend la peine de se déplacer, de voir l'environnement de l'entreprise, de l'association, d'échanger avec la personne qui va faire le crédit, mais éventuellement avec aussi d'autres personnes. Et ce côté itinérant fait qu'il y a aussi une volonté de connaître le projet et de le comprendre qui est aussi plus forte. Et c'est pas juste un algorithme, on rentre des chiffres et ça nous dit oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Il y a cet aspect humain et cette analyse et cet échange qui fait que on a une analyse un peu différente de ce qui peut être fait de manière classique dans le secteur bancaire. Et vos banquiers, est-ce qu'ils ont une formation bancaire à l'origine ou est-ce qu'ils ont plutôt une formation terrain à l'origine où ils viennent de je sais pas, tu vois, je pense à Perrine Hervé-Guillet qui est passé sur le podcast et qui avait une expertise ingénieur et qui s'est dit je vais faire de la permaculture et je vais créer ma ferme et du coup tu vois qui vient d'un background qui est complètement différent. Est-ce que vos banquiers sont des banquiers qui se sont dit je vais mettre mon expertise bancaire plutôt des repentis. Appelons-les comme on peut, mais les pauvres ils ont pas choisi. Je pense on fait tous avec les compétences qu'on a. Mais voilà, est-ce que c'est plutôt des banquiers qui se sont dit j'ai envie de mettre mes compétences au service de la nef, ou est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent du terrain et qui se disent pourquoi est-ce que j'irais pas analyser des projets, quitte à éventuellement conseiller des projets sur la façon dont ça fonctionne, puisque moi je le sais, et ensuite pourquoi pas mettre ces compétences à profit d'une banque, quoi. Oui, alors il y a un peu les deux. Il y a des profils de banquiers qui ont évolué dans du secteur traditionnel et qui ont aussi voulu chercher plus de sens à leur métier, parce que finalement, permettre de financer des entreprises, c'est hyper fort, ça peut avoir beaucoup d'impact. Et donc, on a quand même un certain nombre de profils comme ça qui étaient dans la banque traditionnelle et qui se sont tournés vers la nef pour financer des projets, permettre de financer des projets qui étaient plus en phase avec leurs convictions et avec leurs valeurs, et qui aussi peut-être n'avaient pas envie de vendre des téléphones portables. Il peut y avoir ce type de profil-là. On a aussi des profils qui viennent plus des réseaux d'accompagnement
type France Active ou l'ADI qui fait du microcrédit, voilà, où ça peut être qui viennent plus de ces réseaux d'accompagnement des entrepreneurs pour la création d'entreprises, de comment je fais pour voilà. Des BPI France, des réseaux entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi pas mal de porosité qui peut se faire entre ces réseaux et nous. Et il y a des gens qui ont aussi démarré en étant dans des masters ESS ou des formations plus généralistes type Sciences Po qui ont décidé tout de suite de commencer à être bien banquiers itinérants et qui sont toujours là. Donc c'est assez varié. Ouais. Mais je dirais que c'est des métiers qui sont vraiment qui font partie des métiers les plus engagés au sein de la nef, c'est-à-dire que c'est effectivement un des métiers qui diffère le plus par rapport au secteur traditionnel et où on retrouve des profils hyper engagés et en général aussi personnellement et passionnés par ce qu'ils font. Je t'invite peut-être à inviter un jour un banquier de la nef ici, mais c'est vraiment des personnes passionnées et passionnantes. Tu vois, quand tu dis nos banquiers se déplacent, ils vont voir les projets, ils vont les étudier, ils vont aider à monter éventuellement un business plan ou un bilan. De mon point de vue individuel, tu vois, si je suis allé voir plusieurs banques pour aller faire une demande de prêt bancaire pour un investissement immobilier, et en fait, tu te retrouves, ils te disent, nous, on fait 0 marge sur ces crédits. Quand on fait un crédit à un particulier, on ne fait pas de marge. C'est en train de changer là avec la hausse des taux, mais oui, je comprends. Mais globalement, en fait, pour eux, c'est un produit d'appel pour aller vers d'autres produits par la suite. Mais sur ces produits-là, et en fait, tu regardes les taux de la Banque de France qui doivent être à 4,1 et les taux de leur banque qui sont à 4,2 et qui couvrent à peine leurs frais de gestion. Comment est-ce que vous arrivez à avoir une certaine, juste sans parler de rentabilité ou de profit, mais juste continuer à vivre alors que vous avez des banquiers qui vont sur le terrain, qui se déplacent, qui sont pas juste des personnes qui prennent des appels entrants en se disant oui ou non, quoi. C'est sûr que le modèle économique alors que vous est n'avez qu'une activité de crédit, je rajoute, parce que du coup vous avez le produit d'appel, mais vous n'avez pas les autres produits. Oui. Eh bien, on a une lucrativité qui est limitée, c'est vrai, et par exemple dans un contexte il y a eu historiquement à la nef, on prêtait une certaine partie de ce qu'on récoltait et on plaçait le reste parce que on n'avait pas la capacité de le prêter, et donc on le plaçait aussi. À la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, au Crédit Coopératif qui est notre établissement d'adossement encore aujourd'hui. Donc il y avait aussi cette activité de placement qui permettait de compléter les revenus, mais c'était pas en termes d'éthique idéal comme modèle, puisque nous, notre objectif, comme je le disais, c'est de prêter aux entreprises et de transformer la société. Donc on avait un objectif d'être plus là-dessus, et en plus avec la chute des taux, c'était pas non plus un moyen de redresser notre modèle, de moins en moins un moyen de redresser notre modèle. Et c'est comme ça qu'on est passé de 25% de taux de réemploi à 70% l'année dernière. Donc le fait quand même d'avoir des taux équilibrés entre ce qu'on rémunère dans l'épargne et ce qu'on demande à nos porteurs de projets en termes de taux d'intérêt au niveau du crédit, alors on va être un peu moins peut-être rémunérateur, on est un peu moins rémunérateur sur l'épargne au niveau des épargnants, mais les gens font le choix. Ça veut dire quoi? C'est par rapport à un livret A, du coup? Oui, alors nous, notre livret, c'est un livret qui n'est pas réglementé, donc il n'est pas directement comparable au livret A, mais il peut être comparé aux autres livrets qui s'appellent livret B. Non, c'est des livrets d'épargne, mais qui sont ni le livret... Donc il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de plancher, c'est ça? Non, c'est ça, et qui en général ont le nom de ta banque. Okay. Ou un petit nom, mais c'est en fonction des banques qui peuvent proposer ça. Et de l'autre côté, au niveau de nos porteurs de projets, on a aussi des taux d'intérêt qui doivent être à peu près dans le marché, mais ils peuvent parfois... globalement, on a quand même des gens qui s'engagent et qui décident de payer un peu plus cher leur crédit pour avoir de l'argent propre qui vient de la nef. Et donc, quand même, en équilibrant ça, on arrive à avoir un modèle qui s'équilibre et qui permet d'avoir une viabilité économique. Effectivement, tu disais, il y a ce qu'on appelle les commissions sur les autres produits qui peuvent aussi être des compléments de revenus. On a un compte courant pour les professionnels qui existe aujourd'hui, qui vient aussi renforcer ce modèle. On a le projet de lancer d'autres produits qui viendraient aussi
permettre d'avoir plus de commissions et renforcer notre modèle économique. Mais c'est vrai que on est resté centré sur ce métier. Ça n'a pas toujours été facile. La Nef a vécu des années économiquement difficiles, mais on arrive quand même à garder un modèle sain et à être encore là aujourd'hui. Ouais. Tu disais donc 70% de réemploi. Je pense qu'il va falloir qu'on explique un peu ce terme. Et avant, j'avais une autre question qui me vient, mais que je viens de perdre. Mais c'est pas très grave, je la retrouverai probablement juste après. Voilà, 70% de réemploi. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis pour pouvoir avoir un modèle qui soit à peu près stable, on a besoin de réemployer plus de ce qu'on parce que ce qui nous rapporte, c'est prêter. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'il fallait qu'on prête plus. Et c'est aussi parce que ça correspond à notre objectif et à notre mission. Notre mission, c'est prêter à ces entreprises qui changent le monde. Donc plus on prête et plus on a un rôle dans la société. Le taux de réemploi, c'est très simple, c'est ce que je prête sur ce que j'ai collecté. Donc en gros, vous avez des épargnants qui ont mis de l'argent sur un compte d'épargne, sociétaires qui ont prêté de l'argent à la banque. C'est ça. Et en face, vous avez des projets que vous avez financés. Exactement. Et donc ça veut dire que vous avez 30% qui reste en réserve, ou qui dort ou qui est réinvesti. C'est ça. Et dans tous les cas, sur les marchés ou pas sur les marchés? Alors, il y a nos réserves qu'on doit garder. Enfin, de toute façon, une banque ne peut pas être sur 100% de réemploi puisqu'il faut toujours qu'elle soit capable de rembourser ses épargnants. Il y a les ratios de solvabilité qu'il faut respecter. Donc, il y a de la réserve pour nous et on place un petit peu sur on continue sur d'autres produits bancaires, donc caisse d'épargne ou crédit coopératif, comme je le disais, ou sur des bons du trésor français. Enfin, voilà, des choses qui sont sécurisées aussi, mais ça reste très limité. Et voilà, ce que je disais, c'est qu'on a eu aussi une grande progression sur ce taux de réemploi et on est très fiers aujourd'hui de dire que la plupart de l'argent que vous avez collecté est réutilisé pour des projets directement. Et comme on ne prête que à des projets qui ont un impact positif, c'est du réemploi qui est... Oui, en fait, plus vous avez un taux de réemploi élevé, plus votre impact sur l'économie réelle et sur des produits que vous avez, et des projets que vous avez choisis est important. C'est ça. En gros. Exactement. Tu disais que les gens sont prêts à payer plus pour leur crédit potentiellement, pour avoir la possibilité de certains de leur impact. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu une banque de bobos? Quelle est la typologie des gens qui épargnent chez vous, à qui vous prêtez? Je dirais qu'il y a la volonté de s'engager et de mieux consommer ou même d'être un peu dans l'altruisme, dans la philanthropie, elle n'est pas nécessairement corrélée à ta catégorie socio-professionnelle. C'est évidemment plus simple si on avait des revenus. C'est évidemment plus simple si nos besoins primaires sont comblés, de pouvoir faire preuve d'altruisme ou de générosité, mais je dirais qu'on a de tout. Historiquement, on est quand même sur un public très militant. Les gens qui étaient à la Nef historiquement, voilà, c'est des personnes qui se posaient ces questions dans les années 70-80. Donc, on est plutôt sur, si on caricature, voilà, sur un profil très alternatif, militant, hippie, comme on pouvait dire à l'époque. Oui, comme de plus en plus ces questions d'écologie aujourd'hui, elles se sont élargies et aujourd'hui, oui, le profil bobo aussi, c'est un profil, comme tu dis, qui peut auquel nous on répond aujourd'hui. Mais je dirais que c'est avant tout, on a l'habitude de dire qu'on a une clientèle qui est très altruiste. On a, je le disais, des taux de rémunération d'épargne qui sont plus faibles. Et en plus, 70% de nos épargnants renoncent à tout ou partie de leurs intérêts. Soit parce qu'ils le partagent avec des associations, puisqu'on a des associations partenaires et donc tu peux partager tes intérêts avec elles. Soit parce qu'ils les abandonnent on dit...
au profit des emprunteurs de la nef. Ouais. Parce que nous, on leur dit, si vous acceptez en plus d'abandonner une partie de vos intérêts, nous, ça nous permet de prêter à des taux plus bas. Et D'accord. donc, voilà, si je mets ensemble cette partie partage avec des assos ou renoncement à une partie des intérêts pour les emprunteurs de la nef, on est à 70% des épargnants qui font preuve d'altruisme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire des prêts à taux zéro de leur part, en fait, finalement. De l'épargne, qui rapporte quasiment zéro, tout en étant garanti, puisque sur le livret, le compte à terme, il n'y a pas de risque de perte en capital. Ces comptes-là sont garantis par le FGDR. C'est le même fonds de garantie que les autres banques, donc 100 000 euros par compte par personne. Ouais. Donc, il y a cette garantie de ne pas perdre son argent. En fait, souvent, on est là-dessus. On est, moi, je veux juste pas perdre mon argent, mais je veux qu'il ait une utilité. Je veux savoir où il va. Je veux qu'il contribue à un modèle de société qui correspond à mes convictions. Donc, je fais ce choix de renoncer à peut-être d'avoir un petit manque à gagner sur la rémunération de mon épargne. En termes de génération, et c'est une question qui m'intéresse, mais est-ce que vous avez de plus en plus de jeunes ? Est-ce que donc vous avez beaucoup j'imagine, de jeunes retraités qui ont commencé à placer leur argent dans les années 80-90 à la nef et qui sont probablement fidèles depuis, mais du coup, est-ce que il y a un renouvellement de génération qui se fait bien ? Oui, complètement. On parlait de 2018, les marches pour le climat, tout ça, c'est quand même des mouvements qui sont très jeunes. On est, on voit aussi les mouvements plus militants, type Alternatiba, tout ça. On est dans ces profils aussi. Donc, il y a, clairement, plus de la tranche 20-35, elle a cru énormément ces dernières années. Il y a aussi pas mal de gens qui placent pour leurs enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et oui, donc il y a effectivement ce rajeunissement ou en tout cas cet élargissement et encore une fois, ça prouve qu'on n'a pas, parce que quand on parle d'épargne, c'est sûr, quand on est étudiant, on n'a pas en général beaucoup d'épargne, mais juste le fait d'ouvrir, de mettre une partie de ce qu'on a à cet endroit-là, c'est déjà un geste engagé, militant, comme on pourrait faire une autre action en faveur de l'environnement et on se rend compte que ça peut parler à beaucoup de monde. Et ça, a priori, en plus, le jour où vous avez votre propre compte courant, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de plus jeunes qui aujourd'hui sont... Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'un des freins qui pourrait être un frein au changement de banque, c'est le fait de ne pas retrouver le paiement par mobile, le fait d'avoir mon compte courant, le fait d'avoir un compte épargne liquide, le fait de... Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui me paraissent indispensables pour pouvoir changer de banque. Et aujourd'hui, il y a peu de banques... néobanques écologiques ou banques éthiques qui proposent l'ensemble de ces produits qui ne sont pas forcément des produits fondamentalement où tu ne sais pas où va ton argent, mais juste qui sont des agréments d'un compte d'épargne ou d'un compte courant classique, j'ai l'impression. Oui, nous, clairement, on est dans une proposition de changement d'épargne déjà, mais ce qui est déjà pas mal, puisque si on regarde l'ensemble de l'épargne des ménages en France, c'est, je crois que c'est moins de 15% de l'argent des Français qui est sur des comptes courants. Ouais. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est... 6 000 milliards sur des livrets A. C'est ça. 6 000 milliards, c'est, je pense, l'ensemble de l'épargne. Assurance vie, livret A. Tout compris, c'est ça, c'est environ 6 000 milliards et il y a... La moitié sur un livret A 15%, dont 15% qui sont sur les comptes courants. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est d'abord... et c'est aussi pour ça qu'on a proposé en premier des produits d'épargne, c'est parce que c'est avec ce volume d'argent qu'on peut changer les choses. Et c'est avec cette épargne qu'on peut prêter aux entreprises. Donc clairement, aujourd'hui, nous, on est sur une proposition complémentaire, alternative. On ne dit pas non plus qu'il faut mettre toute son épargne à la nef parce que ce serait c'est pas... C'est en tant que banquier, on sait aussi qu'il faut diversifier ses placements, mais on dit que c'est un des moyens pour agir avec son argent. Comment est-ce que, du coup, le frein là que j'ai évoqué, tu dis, nous, notre premier plan d'action, c'est de rediriger l'épargne. Et comment est-ce que vous allez faire, du coup, pour aller chercher des jeunes qui se disent, OK, oui, mais moi, si je le mets sur un livret A, j'ai 3% aujourd'hui. Là, sur mon livret, c'est cool. Effectivement, je comprends le truc de je veux juste pas perdre mon argent et qu'il ait un impact.
Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans la com? Comment est-ce que toi, c'est ton métier du coup, comment est-ce que vous faites pour aller attirer des nouvelles personnes qui seraient pas forcément déjà dans cette bulle de militants? Alors déjà, il ne faut pas qu'on soit complètement déconnecté des taux du marché, ça c'est sûr. Donc effectivement, aujourd'hui, notre livret, il est à 0,10. Donc effectivement, par rapport à un livret A, il y a une grosse différence, mais en même temps, si on regarde, je crois que le montant moyen sur les livrets A, c'est un peu moins de 6 000 euros. Enfin, c'était un peu moins de 6 000 euros. Ben, on est sur, j'ai refait les calculs tout à l'heure, à peu près 14 euros de manque à gagner par mois si t'es sur un livret neuf. Ouais. Donc tu te dis, bon, est-ce que si je vais consommer bio, si je fais quelques choix engagés dans ma consommation, 14 euros de plus par mois, je suis à même de les payer peut-être ailleurs. Donc encore une fois, c'est un choix qu'on peut être amené à faire, et encore une fois, sur une partie de son épargne et pas toute son épargne. Après, nous, ce qu'on vend clairement, c'est pas des taux de rémunération. C'est même pas des primes, parce qu'il y a plein de banques qui vont te dire, pour toute ouverture de compte, 150 euros de prime, et en plus, on est la banque la plus recommandée. Bah oui, c'est sûr qu'on vous recommande, vu que vous filez 150 balles aux deux personnes. Donc, et même nous, notre parrainage, on dit, si vous êtes sociétaire, parrainez quelqu'un, vous allez donner 40 euros à une asso. Bon, voilà, on est complètement... on essaye de proposer un modèle qui est radicalement différent, dont l'objectif, encore une fois, n'est pas l'optimisation du profit, mais va être avoir un impact. Donc là, si je parle du parrainage, permettre des dons à des assos qui sont engagés dans l'écologie ou le social. On parlait de transparence tout à l'heure. On est le seul établissement financier en France à publier la liste complète des prêts que l'on fait chaque année. Depuis qu'on existe, on le fait, et on est les seuls à le faire. Donc, c'est-à-dire que ce degré de transparence-là, il se retrouve nulle part ailleurs. Ouais. Et moi, je suis persuadé que ça va quand même changer, parce qu'il y a quand même beaucoup de plateformes aujourd'hui, de plateformes de financement participatif, de plateformes de crowdfunding qui permettent... où tu as accès à toutes les listes, et ça devient presque normal de se dire ok, je sais ce que ça finance, tu vois. Oui. Donc je pense que ça peut venir à changer vite. J'espère. Mais en tout cas, c'est pour une structure bancaire, sans être dans du crowdfunding, c'est quand même c'est assez unique. Il y a aussi le modèle coopératif, donc j'en parlais aussi tout à l'heure, le fait de pouvoir être acteur de sa coopérative bancaire, de pouvoir contribuer aux orientations stratégiques. On parlait aussi de finalité. Donc, notre finalité n'est pas de faire le plus de profit possible, mais d'avoir une utilité sociale. On est agréé ESUS, ce qui fait qu'on n'est pas coté sur les marchés, qu'on a une utilité sociale qui est inscrite dans nos statuts, et qu'on a une rémunération limitée qui va de 1 à moins de 4 aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre banque qui a son président dont le rapport de rémunération est de 1 à 4? Je ne pense pas. Et donc, on est sur... Concrètement, quand on choisit la NEF, on choisit vraiment un acteur alternatif, militant, qui défend un autre modèle aussi économique. Et donc, c'est ça. Elle vient peut-être là, en fait, la rentabilité. Je disais, comment est-ce que vous faites pour être rentable si vous avez vos banquiers qui parcourent le territoire? Oui, c'est ça aussi. C'est qu'on est sur des rémunérations. On est sur un 1 à 60 ou un 1 à 80, même, parfois plus pour les... Avec les bonus, tu montes à plusieurs... tu peux être à plus de 1000, des rapports qui font de 1 à plus de 1000. Donc, c'est ça que nous, concrètement, on propose. C'est des valeurs, c'est permettre d'avoir... de placer son argent en phase avec ses convictions. Encore une fois, peut-être pas pour toute son épargne, mais c'est ça que viennent chercher en tout cas les épargnants chez nous. Tu m'as parlé du risque tout à l'heure en disant en tant que banquier, on comprend tout à fait qu'il faut que les gens aient une épargne qui soit diversifiée. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de risques sur la nef que dans une banque traditionnelle. Aujourd'hui, une banque traditionnelle, la raison pour laquelle elle propose des produits supplémentaires, c'est parce que du coup, ils sont sur un marché globalisé, ou qui permet d'investir aussi bien sur différents continents, dans des secteurs qui sont complètement différents les uns des autres, qui permettent donc de bien diversifier le risque. Aujourd'hui, quand on investit à la nef, on investit sur un territoire, dans des PME, sur peut-être 4 ou 5 secteurs différents. Comment est-ce que vous gérez ce risque? Est-ce qu'il y a un vrai risque plus complet et plus fort que pour d'autres banques?
Alors, au niveau il y a le risque, il est encore une fois surveillé, mesuré. Il y a quelque chose qui s'appelle le coût du risque dans les banques, qui est difficilement comparable entre les banques, parce qu'entre si vous faites des prêts aux particuliers que aux professionnels, c'est difficilement comparable en termes de chiffres. Mais le coût du risque de la nef, il a toujours été contrôlé, limité, et voilà, notre part sociale, elle vaut 30 € depuis qu'on existe, et ça a jamais bougé. C'est vrai que alors on finance uniquement l'économie réelle. Ouais. Donc, on est quand même sur des vraies entreprises, on n'est pas sur les marchés, on n'a pas d'activité spéculative. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que par rapport aux grosses crises financières, aux cracks, aux dévaluations de bourse, etc., on est assez préservé de ces mouvements brutaux. Puisque nous, nos placements, ils sont dans l'économie réelle, ils sont dans les entreprises qui sont en bas de chez vous. Donc, oui, quand il y a des grosses crises économiques qui s'en suivent, forcément, on est intégré dans ce tissu-là, donc on peut être impliqué, impacté. On est complètement pas hors système, mais on est hors marché spéculatif. Et donc, du coup, ces mouvements brutaux, ils sont pas vécus de la même manière. Et on parlait de 2008. En 2008, il y avait une assemblée générale des banques éthiques européennes. Et on s'est tous regardés, ils se sont tous regardés parce que j'étais pas là, mais pour dire, toi, ça va, oui, non, ça allait très bien pour les banques éthiques qui sont sur ce modèle de financement de l'économie réelle. Après, c'est vrai qu'on est à même de prendre plus de risques parce qu'on voit une utilité sociale ou écologique dans un projet, peut-être qu'on va prendre un petit peu plus de risques financiers pour aller le financer. Mais comme je disais, comme on a travaillé nos expertises sur un certain nombre de secteurs, on va aussi connaître les facteurs clés de succès de tel type d'entreprise, dans tel type de secteur, et donc être à même aussi d'avoir une capacité d'analyse un peu plus complète de certains types de projets. Mais voilà, on est... Il y a 3 chiffres, donc on parlait du taux de réemploi. Donc on réemploie en crédit 70% de l'épargne qu'on collecte. On est 100% dans l'économie réelle, et en plus on prête 50% de ce qu'on prête, c'est de la création d'entreprise. Donc oui, il y a un certain engagement envers ces porteurs de projets pour les soutenir et pour... Je crois que les chiffres, c'est 95% des entreprises qui se créent font faillite dans les 3 ans, c'est pas ça? Il y en a 5%. Chez nous, c'est quand même... on choisit un peu plus les bonnes qui vont, qui vont perdurer, parce que concrètement, avec ce taux de 50% des entreprises qu'on finance qui sont en création depuis plusieurs années, on a quand même un coût du risque qui est limité. Donc c'est aussi parce qu'on est sur des projets qui sont plus résilients, qui prennent en compte des enjeux de plus long terme, et qui ont des modèles qui sont aussi dans le long terme, dans la durée, et qui sont pas juste je crame du cash les 2-3 premières années pour voir si ça marche et après on verra. On est sur des modèles d'entreprise qui sont encore une fois plutôt résilients, et donc on finit par, malgré tous ces risques qui paraissent être plus importants, par maîtriser ce coût du risque, et encore une fois, je le disais, pour les épargnants, finalement, il y a toujours ce fonds de garantie des dépôts qui joue, qui fait que non, pour un épargnant, il n'y a pas plus de risque à placer son épargne à la nef. Ok, et tu disais du coup qu'en 2008, il y a plusieurs entreprises sur un modèle similaire qui se sont réunies. Est-ce que du coup la nef, en France, vous êtes les seuls? Alors, on est... je parlais, de la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives. Donc, c'est une fédération qui regroupe pas que des banques. Donc, en France, il y a la CIDI, par exemple, qui est aussi membre de la FEBA, ou une société financière corse. Enfin, voilà, c'est souvent dans la charte des banques éthiques européennes alternatives. Donc, encore une fois, le mot banque est un peu généraliste, mais ça implique d'autres structures. C'est aussi d'être justement centré sur cette activité crédit. Donc oui, il y a d'autres structures en Europe. Il y a Banca Etica en Italie, qui est peut-être une des plus grosses banques et qui propose des comptes courants, etc. Ouais. Et ça, c'est un modèle que tu penses être viable à une échelle mondiale, qui peut se répandre, qui peut devenir quelque chose de beaucoup plus gros qu'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 000 projets financés par la nef. C'est génial. 1 milliard, ça me paraît déjà énorme en plus, mais
si on considère le bilan des 4 premières banques françaises, je pense qu'on est sur 0,001%, quoi. Bah oui, alors c'est sûr que pour l'instant, au niveau de la nef, on se positionne en tant qu'exemple et pas en tant que... Et encore, on parlait de la croissance d'activité qu'on a connue ces 5 dernières années. Voilà, le bilan de la nef, il a mis 30 ans pour passer de 0 à 500 millions d'euros et il a mis 3 ans pour passer de 500 millions d'euros à 1 milliard. Donc on est quand même sur une accélération. Si on parle des volumes... souvent on nous dit mais oui, mais vous êtes tout petit, vous pesez pour pas grand chose. Bah oui, alors il y a justement FAIRE qui est l'association qui gère aussi le label Finansol, qui a publié son dernier Zoom sur la finance solidaire là il y a quelques jours. Effectivement, la nef pèse 4% de la collecte de la finance solidaire en France. Mais si on regarde les financements solidaires qui sont liés à cette collecte, on pèse plus de 20%. Parce qu'on ne prête que à des projets à impact. Donc, je dirais que oui, on est tout petit, mais en vous avez proportion... un pouvoir d'exemplarité qui est énorme. Et mine de rien, sur le financement, même à l'échelle de la France, on pèse beaucoup. Parce que oui, il y a des produits labellisés ou qui sont labellisés solidaires, mais dont une petite partie des encours vont permettre du financement directement. Donc je dirais, déjà, je nuance un peu le petit impact qu'on pourrait avoir, mais en valeur absolue. Mais en plus, c'est vrai que c'est aussi montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible de... donc nous, ça fait 35 ans qu'on exclut le charbon, qu'on exclut l'énergie carbonée, qu'on exclut les armes et le tabac. Enfin, tous ces critères d'exclusion... nous, c'était juste évident à la création de la coopérative. Donc ça, la transparence, si nous, on arrive à le faire alors qu'on est 100 salariés... Alors oui, au départ, on n'avait que 20 prêts, mais les 500 prêts, là, il faut les suivre pour les publier. Et c'est du boulot. Mais si nous, on arrive à le faire, pourquoi est-ce que les plus grands ne pourraient pas ? Et c'est aussi montrer que d'autres façons de faire sont possibles. Et là, aujourd'hui, on est aussi dans une démarche où on a lancé une levée de fonds l'année dernière pour que la nef ait plus de capital, pour qu'elle puisse être autonome. Donc, on a une demande en cours auprès des autorités bancaires françaises et européennes pour ne plus être adossée au crédit coopératif et donc voler notre propre aile, entre guillemets. En gros, être contrôlé par les autorités directement et plus via le crédit coopératif. Et ça, c'est aussi un signe qu'on pèse plus, quoi. On n'est pas juste une petite expérimentation de militants un peu allumés dans un coin, mais on est soutenu par... il y a plus de 5000 sociétaires qui nous ont rejoints là en moins d'un an. On a levé près de 20 millions d'euros en un an. Pas qu'auprès des citoyens, mais une bonne partie auprès des citoyens. Donc, c'est aussi montrer que c'est un modèle de banque, de façon de gérer l'argent, de société finalement, puisque derrière, c'est tout ce qu'on finance qui construit la société, qui est soutenu et qui peut peser plus, quoi. Et si on fait un petit exercice de prospective, donc tu dis que c'est un modèle qui peut se déployer. Est-ce que, si je prends l'exemple du livret A, donc on disait qu'il réunit des centaines de milliards d'euros aujourd'hui, qui permet quand même de financer des initiatives comme du logement social, etc. Est-ce que tu imagines que des sociétés comme la nef ou des établissements bancaires comme la nef pourraient à terme avoir l'impact pour pouvoir avoir pour pouvoir financer parfois des financements massifs dont la transition écologique a besoin, parce que financer l'économie réelle et financer des projets de PME ou de coopératives, c'est on va jusqu'à 4 millions d'euros quand même. Oui, mais 4 millions, tu vois, si on veut financer par exemple je sais pas moi, le fait d'avoir une mobilité douce dans toutes les grandes villes, en fait, c'est pas 4 millions d'euros qu'il faut, c'est je sais pas, je crois que c'était 250 millions qui avaient été votés par le gouvernement et on s'était dit que c'était au moins 100 fois plus qu'il fallait. Donc en fait, il faut probablement 2 milliards pour la France. Alors, est-ce que tu vois, c'est des modèles qui pourraient... Est-ce que la nef est un modèle qui permettrait de financer à des échelles majeures de la transition écologique ?
Alors oui, après, il faut... la clé, c'est aussi le capital que nous, on détient. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait qu'on est en train de faire cette levée de fonds. C'est que plus on a de capital, plus on est capable de prêter l'épargne et plus on est capable de se positionner sur des financements majeurs. Il y a une évolution qui est assez intéressante aussi ces 3 dernières années, c'est les collectivités locales. Ouais. On finance beaucoup de projets de collectivités locales. Alors, effectivement, nous, on est limité à 4 millions d'euros par prêt. Parce que ça fait partie de votre bilan. Ça fait partie de notre... et ça fait aussi peut-être partie du ratio de risque aussi. Oui, ça fait, et ça c'est fait même... une grosse part de votre... c'est encadré aussi par notre adossement au crédit coopératif actuellement. Donc oui, c'est des histoires d'encadrement du risque et exactement. Donc, par exemple, on peut prêter, je crois que c'était à Rennes, on a prêté à la ville de Rennes 4 millions et à la métropole 4 millions, et il y a d'autres banques. Pour le tramway Entre autres, certainement. Mais c'est toujours sûr pour le budget de la ville, pour venir financer, soit effectivement de la mobilité douce, des énergies renouvelables. Enfin, c'est toujours dans ce même esprit de projets écologiques ou sociaux. Et en fait, on a un vrai mouvement des collectivités qui se tournent vers la nef pour avoir une part de leur financement qui viennent de banques vertes, qui viennent aussi, c'est de l'argent réel, entre guillemets, qui vient, puisque c'est des épargnants. Donc oui, on est en complément, mais on vient quand même intervenir sur des projets d'envergure et qui structurent les collectivités en France. Donc clairement, oui, nous, notre capacité à prêter plus, elle viendrait d'avoir effectivement plus de capital. Ouais. Il y a aussi certainement de la réglementation qui pourrait venir nous aider. Enfin, au niveau des coopératives, de toute façon, globalement, c'est compliqué pour les coopératives d'obtenir des financements. Nous, on avait un avantage fiscal. Il y avait un avantage fiscal à ce que les particuliers prennent des parts sociales à la nef qu'on a perdu il y a quelques années parce qu'on a plus de 10 ans. Mais il y a des mécanismes aussi peut-être incitatifs qui pourraient être réfléchis au niveau national, au niveau de la fiscalité, au niveau qui pourraient nous permettre d'avoir plus de capacité au niveau de la nef et d'autres structures, notamment coopératives. Super. Écoute, on arrive à la fin de cet enregistrement. Il y a quand même une petite nouvelle avec la nef, c'est du coup vous lancez un projet qui s'appelle le Big Bank. Ouais, ça fait même 1 an qu'il est lancé, mais ça continue. Donc il y a un renouveau du projet. Un renouveau. Et l'idée là, c'est qu'on peut devenir sociétaire du coup avec une offre particulière, c'est ça ? Oui, alors le Big Bank, c'est justement rejoindre ce projet d'indépendance de la nef, d'autonomie. Donc on s'est fixé comme objectif il y a 1 an de collecter 30 millions d'euros en 3 ans. On est quasiment à 20 millions d'euros là. En 1 an. En 1 an. Okay. Et donc, oui, vous pouvez rejoindre ce mouvement-là. Donc, c'est à la fois contribuer au projet de banque éthique de la nef en devenant sociétaire, en prenant des parts sociales. Donc, on a une offre, on va dire, couplée. Donc, vous prenez les parts sociales. En même temps, vous ouvrez un livret nef. Donc là, vous pouvez mettre votre épargne, elle est sécurisée et vous avez un livret... pour financer la transition écologique. Financer la transition écologique avec une partie de votre épargne et une préinscription au futur compte courant qu'on va sortir quand on sera autonome et indépendant. Donc une fois les 30 millions atteints. Voilà, une fois les 30 millions atteints, une fois l'autonomie bien signée et une fois qu'on aura eu le temps de tout redévelopper et lancer, parce qu'il y a des choses dans les cartons, mais il faut aussi qu'on ait un peu le temps de le lancer, mais ça reste un objectif, même si je disais que notre objectif n'est pas d'être une banque, mais de transformer la société. On sait que les gens veulent aussi avoir un partenaire financier éthique au quotidien. Et donc, on va proposer... c'est dans nos objectifs de proposer cette offre bancaire du quotidien pour les particuliers. Donc là, vous pouvez vous préinscrire. Donc voilà, le Big Bang continue. On mettra sur le site. On mettra des liens dans la description pour que vous puissiez vous rendre sur le site de la nef et sur le site du Big Bang spécifiquement. Vous aurez juste à cliquer pour vous inscrire. Super. Et évidemment, on vous en reparlera dans les prochaines semaines, j'espère. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous êtes jusque-là, ça fait un épisode d'1 heure tout pile, donc vous êtes notre auditeur préféré à ce stade de la compétition. J'espère que vous avez vraiment kiffé cet épisode, et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour à la nef, parce que si vous avez passé 1 heure avec nous, c'est que vous étiez intéressé par le sujet. Et voilà. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Il y aura un petit extrait de l'épisode avec Amandine qui sortira dans quelques jours.
Et je vous retrouve dans une dizaine de jours pour un nouvel épisode qui est inconnu à l'heure actuelle parce que je n'ai encore rien enregistré, mais pour vous, ce sera sans douleur parce que vous aurez forcément votre épisode dans 10 jours. À très bientôt. Merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.